Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du jeudi 27 mai. Voici les titres. Le groupe est installé dans la zone d'activité de Coignères et Maurepas depuis près de 30 ans. Hachette devrait quitter Paris-Ouest à l'horizon 2026. L'annonce a été faite au syndicat tout récemment. Le site emploie 650 salariés et intérimaires, de quoi susciter l'inquiétude des maires des deux communes concernées. Malgré la crise sanitaire et une baisse des ventes en 2020, le secteur de l'immobilier maintient sa dynamique en Ile-de-France et dans les Yvelines. Des prix en hausse, des maisons prisées. Les détails à suivre. Nous recevrons également Cédric Laporte, youtubeur spécialisé et directeur d'une agence immobilière à Villepreux. Et puis des places qui se font rares suite au réaménagement de la voirie et de la construction de bâtiments. Le stationnement devient de plus en plus difficile à Guyancourt. Face à la colère des habitants, la municipalité a lancé une concertation sur le sujet. Elle devrait avoir lieu d'ici l'été. Et à suivre également tout à l'heure la suite et la fin de notre dossier de la rédaction consacré aux archives départementales des Yvelines. Un lieu, vous le verrez, indispensable pour la recherche. L'annonce a été faite il y a peu au syndicat. Le groupe Hachette Livre va quitter ses locaux saint-quentinois d'ici 2026. Le site installé à Paris-Ouest, une zone d'activité située sur les communes de Maurepas et Coignères, emploie actuellement 650 salariés et intérimaires. Une nouvelle difficile pour les maires des deux communes. Les détails avec Mélanie Poquet. 12 hectares de sites devenus trop petits, Hachette Livre souhaite s'agrandir ou plutôt se moderniser et a besoin de 20 hectares. Une information transmise il y a un an aux maires des communes concernées, Maurepas et Coignères. On ne pouvait pas, sur la communauté d'Aglo, on a effectivement, ça fait un an que l'on cherche désespérément un terrain d'une vingtaine d'hectares, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On peut tout au plus leur offrir ce qu'ils ont déjà, donc c'est pas possible, selon eux. On a fait avec mon collègue Grégory Garistier, maire de Maurepas, on a fait effectivement des propositions d'aménagement de nos PLU respectifs pour qu'ils puissent à la limite s'étendre en hauteur, hein. Donc densifier sur le site. Il semble que techniquement ça ne soit pas possible. Le départ serait envisagé à l'horizon 2026 vers Allainville. Défavorable, le maire de Coignères souhaite connaître le futur du terrain dont Hachette Livre est le propriétaire. Vous partez, très bien, 700 emplois, hein, partez. Nous, on souhaite une réindustrialisation du site. On souhaite à nouveau que ce site revive, ait de l'emploi, attire de nouvelles entreprises, voire plusieurs entreprises. Il y a 12 hectares. Donc il y a des possibilités de réindustrialiser le site. Alors on leur a demandé, bien entendu, s'ils avaient un projet. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de projet à l'heure actuelle pour le site. Des entreprises qui demandent à s'implanter sur Saint-Quentin. Hein, on est quand même un territoire innovant. On a aujourd'hui une visibilité... on peut le dire mondial. Dans les colonnes de la Gazette, le groupe Hachette indique que le projet va faire l'objet de plusieurs procédures de consultation des instances représentatives du personnel, conformément à la loi et dans le respect du dialogue social. Le maire de Maurepas, Grégory Garistier, n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Un communiqué de presse des deux villes a été publié le 30 avril dernier. Dans l'actualité, les maires de la circonscription de police de Plaisir obtiennent un léger gain de cause. Un renfort de 4 policiers supplémentaires est prévu. Annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Fin avril, les élus de Plaisir, Saint-Cyr-l'École, Villepreux, l'Éclès-sous-Bois, Bois d'Arcy et Fontenay-le-Fleury s'étaient réunis pour une conférence de presse devant le commissariat d'arrondissement. Ils déploraient à l'époque de ne pas faire partie des effectifs supplémentaires annoncés par le président de la République. 10 000 dans toute la France, dont 128 pour les Yvelines. Un déploiement qui ne concernait pas la circonscription de Plaisir, désormais doté donc d'un renfort de 4 policiers. Dans un contexte particulier, le marché de l'immobilier en Ile-de-France tend à se maintenir malgré la crise sanitaire et la baisse des ventes sur un an. Près de 160 000 logements anciens ont été vendus en 2020 dans la région, un niveau au-dessus de la moyenne des biens vendus sur les 10 dernières années. Et les prix, eux, ont augmenté d'environ 5,1% entre février 2020 et février 2021. Une tendance qui est similaire dans le département des Yvelines. Les détails de Nicolas Dandry.
Les Yvelines, le département où le nombre de ventes est le plus important dans la Grande Couronne, plus de 20 000 logements anciens vendus en 2020, 53% des ventes réalisées le sont pour des appartements, 47% pour des maisons. Concernant les ventes d'appartements, le prix médian atteint 215 000 €. Pour les maisons, c'est plus élevé puisque la médiane dépasse les 365 000 €. Principal enseignement par rapport au facteur prix dans l'immobilier, c'est sa forte augmentation. Une hausse plus importante pour les maisons achetées dans les Yvelines puisqu'ils ont augmenté de 6,8% en un an. Pour les appartements, le prix au mètre carré a grimpé de 4,6%. Un constat est clair, sur le territoire, il y a une disparité de prix en fonction des arrondissements du département. Prenons l'exemple des maisons vendues à Saint-Germain-en-Laye, elles dépassent les 500 000 €. Celles de Mantes-la-Jolie sont moitié moins chères, soit 250 000 €. Le phénomène d'augmentation des prix de l'immobilier peut s'expliquer à la fois par les taux d'intérêt qui sont bas, qui facilitent l'accès aux prêts pour une acquisition immobilière, un phénomène engendré aussi par la crise sanitaire et les confinements successifs. Aujourd'hui, les acquéreurs recherchent surtout une maison avec jardin. Et pour parler de ce sujet, Cédric Laporte est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes youtubeur de l'immobilier. Sur votre chaîne, vous proposez des vidéos pour aider les agents à performer dans leur métier. Vous êtes aussi à la tête d'une agence immobilière à Villepreux. Le constat qui a été fait dans la chronique précédente, est-ce que vous le faites aussi à l'échelle de votre agence à Villepreux, à savoir des ventes à la baisse en 2020, des prix qui augmentent? Est-ce que c'est aussi des choses que vous avez constatées plus localement ? Oui, tout à fait. Donc un marché bouleversé avec la crise sanitaire, et au premier confinement, on a constaté donc un arrêt total des transactions immobilières. Ça a été l'incertitude. Tout le monde se posait la question de ce qu'allait devenir l'immobilier dans les mois et les années à venir. Et finalement, au premier déconfinement, on a pu constater un regain énorme pour la pierre, et surtout, ce que vous avez noté, c'est une demande particulière pour les maisons. Plus de 60%, plus 70% même de demandes de maisons. Donc c'est colossal. Il y a eu un autre point qui a attiré aussi les futurs propriétaires, les candidats à l'acquisition. Vous en doutez peut-être, Grégory, c'est la demande d'un espace pour télétravailler. Oui. On pense que ça va également bouleverser l'immobilier dans les mois et les années à venir. Cette demande d'avoir un espace complémentaires dans la maison pour pouvoir effectuer le télétravail. Donc de nouvelles demandes, des espaces de télétravail, aussi des maisons avec jardin. On voit aussi que les Yvelines est un département qui a la cote parmi les départements de la Grande Couronne si l'on regarde les ventes en 2020. Est-ce que c'est une tendance qui a toujours existé, ou justement avec la crise sanitaire et peut-être l'envie aussi de fuir les villes, justement le département des Yvelines, c'est un bon compromis entre l'urbain et la campagne, puisque c'est un département qui a un pied dans les deux, dans l'urbain et dans la campagne? Tout à fait, c'est un département qui reste très vert, où il fait bon vivre. C'est vrai que les villes dans les Yvelines sont quand même très agréables. Donc, je suis pas surpris de ça. C'est quelque chose qu'on constate déjà depuis quelques années. Les Yvelines attirent de plus en plus. On a quand même un seuil de sécurité qui est quand même plus élevé qu'un grand nombre de départements dans la petite et la grande couronne parisienne. Donc, non, c'est tout à fait normal, mais je pense que ça va s'accélérer effectivement avec toute cette verdure qu'on a dans les Yvelines. Et vu que les gens sont de plus en plus en quête de sens, en quête de verdure, en quête d'espace, on va peut-être avoir un regain effectivement vers notre département. Ce qui est apprécié, oui, c'est la proximité aussi avec Paris. On n'est pas loin finalement de la capitale. Oui, ça c'est. Et puis on va de plus en plus vers des transports en commun, je l'espère en tout cas, faciles à utiliser, avec des usages plus rapides. Donc après, ça c'est une vraie question aussi, de se dire, est-ce que les gens vont de plus en plus avoir besoin d'aller sur Paris pour travailler, avec cette refonte un peu du travail, avec de plus en plus de télétravail. On voit de plus en plus de personnes dans nos clients ou dans les personnes autour de nous, dans nos amis, qui nous disent que voilà, ils ont 2-3 jours de télétravail, et ils se posent réellement la question de continuer à travailler sur une grande ville. Donc c'est vrai que ça fait partie des grandes mutations qu'on a pu constater ces derniers mois sur le marché de l'immobilier. Une dernière question sur ce marché de l'immobilier, avant qu'on parle aussi de la profession d'agent immobilier qui a forcément évolué avec la crise sanitaire. On a vu aussi une tendance avec des prix qui grimpent, selon les maisons, plus 6,8% en moyenne pour les maisons, plus 4,6% pour le prix au mètre carré des appartements. Comment on peut l'expliquer? Nicolas Dandry de TV78 expliquait qu'il y avait peut-être une explication à chercher dans les taux d'intérêt qui sont bas en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres explications peut-être?
Oui, alors les éléments principaux qui expliquent cette augmentation des prix, c'est que il y a eu ce phénomène où les gens se sont retrouvés enfermés chez eux. Il y a eu un besoin de consommer, je pense, après le premier confinement. Et c'est là où on a eu une explosion du nombre de visites et peu de mises en vente, malheureusement. C'est ce qui fait que les prix immobiliers ont augmenté, peu d'offres et beaucoup de demandes. On a senti que les gens avaient vraiment besoin de consommer et d'avoir quelque chose de plus grand, de profiter de la vie. Donc je pense que ce sont les éléments principaux de ce phénomène. Et finalement, quand on regarde par rapport à 2019, c'était déjà une année qui était record en termes d'immobilier. L'année 2020 a quand même vraiment plus que résisté, vu que vous le dites dans les Yvelines, on a eu encore une augmentation. Donc on n'est pas surpris de ça. Donc vraiment le phénomène principal, je pense que c'est ce besoin aussi de verdure, d'air et donc de sens que les gens veulent donner dans l'acquisition immobilière. Une deuxième thématique que je souhaitais aborder avec vous, Cédric Laporte. La crise sanitaire, on l'imagine, a aussi eu des conséquences sur le métier d'agent immobilier, des répercussions. Forcément, la donne a changé en un an. Il y a des modes de travail qui ont changé pour la profession d'agent immobilier. Oui, tout à fait. Alors, la profession était déjà très très en retard sur la digitalisation. Donc là, clairement, ça a été un accélérateur phénoménal. Et également les notaires, vu qu'il y a un décret qui est sorti en avril 2020, donc juste après le début de la crise sanitaire, pour fluidifier le marché avec les signatures à distance, donc les signatures électroniques. Les agences immobilières avaient déjà un petit peu pris le pas, mais elles s'y sont mis de plus en plus. Donc on a eu de plus en plus de visio avec les clients, on a eu de plus en plus de signatures électroniques, donc signer des contrats, des mandats, mais également les compromis de vente directement comme on le fait là en visioconférence. Il y a eu de plus en plus de dématérialisation des outils des professionnels de l'immobilier, et ça a également beaucoup changé les visites. Je pense que c'est là aussi où vous voulez en venir, Grégory. Comment on fait quand on peut plus faire visiter de biens immobiliers? Eh bien, le premier déconfinement a emmené les agents immobiliers vers la visite virtuelle, ce qui existait déjà, mais c'est vrai qu'elle était plutôt réservée à des produits haut de gamme et on la voyait peu finalement dans des villes moyennes avec des prix moyens. Et là, ça s'est vraiment démocratisé. Donc, la visite virtuelle qui a eu beaucoup d'impact, et également les réseaux sociaux. Naturellement, les négociateurs sont là ont un travail de démarchage entre guillemets. Ils vont rechercher des prospects, des clients. Et comment est-ce qu'on fait quand on peut plus rencontrer les gens dans la rue, chez eux? Eh bien, on va là où est leur attention, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Les agents immobiliers se sont mis vraiment à la page sur les réseaux sociaux et sont devenus des influenceurs. Ça veut dire, oui, justement, je rebondis sur ce terme d'influenceur. Le métier d'agent immobilier tend vers cette tendance. Influenceur, c'est un mot tout récent qui est à la mode en ce moment. Il doit tendre vers ça. Utiliser les réseaux sociaux, ça c'est incontournable aujourd'hui pour la profession? Oui, tout à fait. Oui. Bon, on dit souvent qu'on a quelques années de retard par rapport aux États-Unis, même si on fait pas tout comme les États-Unis. On se rend bien compte aujourd'hui que vous avez des agents immobiliers aux États-Unis qui ont carrément une équipe complète avec un réalisateur, un caméraman, un preneur de son autour d'eux pour créer du lien finalement avec les particuliers. On n'est pas uniquement des personnes qui ouvrent des portes ou qui faisons des estimations. On crée du lien avec les gens, et si vous voulez, on a besoin les gens ont besoin d'avoir une forme de confiance vis-à-vis des agents immobiliers. Et ce qui permet finalement cette confiance, c'est la vidéo, plus que des écrits ou un podcast ou quoi que ce soit. La vidéo nous permet vraiment de montrer nos valeurs, de montrer qui nous sommes en tant qu'agent immobilier, et ce qui va faciliter finalement le choix des particuliers. Et on vous retrouve notamment, Cédric Laporte, sur votre page YouTube qui porte votre nom, Cédric Laporte, pour des vidéos consacrées à l'immobilier. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, vous êtes également à la tête d'une agence qui est située à Villepreux, une agence immobilière. Dans l'actualité également, le stationnement devient de plus en plus difficile dans certains quartiers de Guyancourt, des places qui se réduisent à la suite d'aménagements de la voirie et de la construction de bâtiments. Une situation incompréhensible pour certains habitants. Face à leur colère, la mairie a décidé de lancer une grande concertation autour du stationnement. Astrid Bergère et les voix de Nicolas Dandré et de Bichente Mérien Santisteban.
Le stationnement devient de plus en plus difficile à Guyancourt. Récemment, certains administrés ont reçu des contraventions alors qu'ils étaient garés devant chez eux comme à leur habitude. Des changements qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas hésité à protester sur les réseaux sociaux. Les voitures garées dans les rues de Bouvier ont toutes été verbalisées ce matin, alors que la réglementation ou le plan de voirie n'a pas changé depuis plus de 10 ans. J'avoue ne pas comprendre et être sidéré par cette démarche. J'ai reçu ça aujourd'hui sur ma voiture au boulevard Mozart à Guyancourt. Merci monsieur le maire, où est la solidarité en cette période de crise ? Une pétition a également été lancée par les habitants du boulevard Mozart. Les places devant nos maisons ont été supprimées et nous ne pouvons nous garer devant notre domicile sous peine de verbalisation. Nous vous demandons de réétudier votre réglementation concernant les places de stationnement boulevard Mozart. C'est bien à la suite des différents aménagements de la voirie, mais aussi de l'arrivée de nouveaux immeubles que le manque de places de stationnement s'est fait ressentir. Il y a de plus en plus de construction, il y a de plus en plus de monde. Vous savez, moi je me souviens, quand on est arrivé ici en 83, et avec des champs. Face aux sollicitations et aux plaintes des habitants, la mairie a décidé d'engager une grande concertation autour du stationnement. La première étape est en cours puisque je vais sur l'ensemble des sites. J'ai dénombré jusqu'à présent 32 sites que je vais rencontrer. Ces rencontres devraient avoir lieu d'ici l'été. Parallèlement, un cabinet d'études spécialisé va être mandaté. C'est important d'avoir un regard extérieur de professionnels pour nous dire aussi ou nous confirmer nos intentions. Et je referai un retour, j'espère, avant l'été, sinon au plus tard à la rentrée pour voir les mesures à prendre. D'ici à la fin de la concertation, la mairie a demandé à la police municipale de limiter la verbalisation aux situations véritablement dangereuses ou contraignantes. Suite et fin à présent dans ce journal de notre série sur les archives départementales des Yvelines. Toute cette semaine, nous faisions découvrir ce lieu qui est installé à Montigny-le-Bretonneux depuis 2003 pour les utiliser au quotidien. Des historiens, des chercheurs, des étudiants, tout le monde en somme peut y aller et se plonger dans la mémoire du territoire yvelinois. Éléonore Sinoquet et Astrid Bergère ont rencontré sur place un retraité qui vient de Rambouillet. C'est le dernier épisode de ce dossier. Historiens, enseignants, chercheurs ou bien curieux en tout genre, n'importe qui peut consulter et utiliser les archives. Créées en 1794, les archives départementales des Yvelines, lieu souvent méconnu, regorgent d'informations pour qui voudrait se plonger dans l'histoire. C'est le cas de Marc Vigier, inspecteur académique à la retraite. Mon travail de recherche actuellement, je travaille sur la délinquance forestière dans la forêt de Rambouillet, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où cette forêt relevait du duché Péry. Et donc la forêt de Rambouillet que vous pouvez toujours aujourd'hui admirer et dont vous pouvez profiter, c'est exactement celle du duché Péry de l'époque. Plusieurs jours par semaine depuis le mois d'octobre, Marc Vigier étudie, décrypte et analyse des documents. Cela doit lui permettre de publier une étude scientifique dans l'ouvrage de la collection Mémoires et documents de la Chari, la Société d'histoire et d'archéologie de Rambouillet et des Yvelines, dont il est membre bénévole. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de cartons d'archives au-dessus de nos têtes, là, dans les magasins qui sont dans les étages. Et par exemple, le fonds de la maîtrise des eaux et forêts de Rambouillet au XVIIIe siècle, c'est à peu près 250 cartons d'archives. Et dans chaque carton d'archives, comptait à peu près 1 millier de folios. La cote, c'est la série B, c'est le volume 2246 de la série B. Donc ça vous indique qu'avant celui-là, il y en a déjà 2246, n'est-ce pas, hein? C'est quand même assez intéressant. On fait comme lorsqu'on fait sa maîtrise ou son doctorat, etc. C'est-à-dire qu'on lit très attentivement les inventaires pour savoir très précisément ce qui vous intéresse. Et puis après ça, on va à la pêche et ça peut durer longtemps. Sans ce lieu gardien de la mémoire, ce retraité ne pourrait publier prochainement son étude. Pour lui, l'archivage est nécessaire. Je ne pourrais pas en passer. S'il n'y avait pas cette documentation, il n'y aurait pas de sujet. C'est-à-dire que j'ai choisi ce sujet parce que je vis moi-même en lisière de forêt de Rambouillet, mais j'ai choisi ce sujet tout simplement parce que j'ai vérifié qu'il était traitable. J'ai publié plusieurs livres, j'ai publié une centaine d'articles scientifiques, etc., mais je m'en lasse pas. Un outil indispensable donc et que le chercheur connaît bien, ce n'est évidemment pas la première fois qu'il se plonge dans les entrailles de la mémoire yvelinoise. Plus anciennement, lorsque j'étais inspecteur d'académie en responsabilité, c'est grâce à la documentation que j'ai pu trouver ici que j'ai rédigé un petit ouvrage sur l'histoire de l'Académie de Versailles.
on peut satisfaire ici une curiosité quasiment illimitée. Une curiosité toujours aussi affûtée pour ce retraité qui compte bien continuer à passer son temps à fouiller la mémoire des archives départementales. Un mot de musique, début 2021, la ville de Trappes a été touchée par une polémique sur l'islamisme suite aux propos du professeur de philosophie Didier Lemaire. Pour défendre leur commune, plus de 30 artistes locaux et des alentours ont pris le micro pour CTRA, un projet musical qui donne la parole aux jeunes de Trappes. Interview avec Ibano, rappeur membre de ce projet. Le projet CTRA, en fait, il consiste à réunir plus d'une trentaine d'artistes de la ville et des villes extérieures. Pour la principale cause, c'était pour défendre ce qui a été dit sur Trappes, en fait. Parce qu'on a trouvé que c'était inadmissible et à chaque fois, personne ne dit rien, Et là, on a voulu montrer que c'est pas une ville comme les personnes décrivent, quoi. Je suis né ici. Et tout ce qui a été dit, je l'ai jamais vu une seule fois. Et on dirait Trappes, c'est pire que autre part en fait. Alors que ça n'a rien à voir. Il y a des communautés de partout, il y a toutes sortes de nationalités. Ils veulent nous dénigrer pour le port du voile, mais les médias se voilent la face. Moi, ma vie, je l'aimerais toute ma vie. Dans notre cocon, il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de tristesse et beaucoup de joie. Mais en tout cas, on n'a pas perdu la foi. Mais dans le fond, on est tous ensemble. D'entendre tout ça, ça nous fait mal. Vous étonnez pas qu'après ça finisse mal. Leurs propos racistes, faudrait qu'ils ravalent. Notre mentalité est géniale, le trap est rempli de talent, on est tous des génies. J'ai pas besoin d'un flingue mais d'un stylo pour pouvoir faire taire tous ces fachos. C'est important, je suis né ici et d'entendre ma ville critiquée comme ça, même ma mère ça l'a touché quand même. Parce qu'on vit là et tout ce qui a été dit on l'a jamais vu quoi. Du sport, pour refermer ce journal, la Fédération française de cyclisme a dévoilé le nom des premiers athlètes retenus pour la sélection piste aux Jeux Olympiques 2021 de Tokyo. Mathilde Gros sera alignée sur la vitesse individuelle et le keirin avec une deuxième titulaire qui sera annoncée prochainement. Du côté des hommes, Florian Grengbo constituera le trio de la vitesse par équipe, tout comme Sébastien Vigier et Ryan Elal, tous deux également engagés dans les épreuves de vitesse individuelle et de keirin. L'équipe de France s'entraîne régulièrement au Vélodrome national installé à Saint-Quentin en Yvelines. Les JO sont au programme du 28 juillet au 8 août et ce à Tokyo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.